avant l'ère du Sol Iris. Grosso modo, et là on se situe en années, hein, on n'est plus en mois, hein, grosso modo 20 à 25 ans après le diagnostic de l'HPN, avant qu'on utilise le Sol Iris, il y avait un risque sur 2, 50% de risque de faire une thrombose. D'accord ? Et la chose qui est importante, c'est que même dans les formes aplasie HPN, c'est-à-dire une aplasie qui a un clone, ce risque 20 ou 30 ans après le diagnostic, du fait de l'évolution de cette maladie de la forme aplasique vers la forme hémolytique, ce risque dans ce qu'on appelle nous les syndromes aplasie HPN, vous voyez qu'il était pratiquement d'un risque sur 3, enfin de 30%. Donc un problème majeur, les thromboses. Deuxième chose importante, ce n'est pas n'importe quelle thrombose. Alors, quand on est à la fac de médecine, les thromboses qu'on apprend à l'école, c'est avant tout les thromboses dans les jambes, c'est ce qu'on appelle les phlébites. D'accord ? La phlébite, on bouche un vaisseau, on bouche une veine. Alors ça existe dans l'HPN, hein, c'est à peu près 30% des cas, mais le côté grave et très particulier des thromboses de l'HPN, c'est 2 organes. La première chose, ça c'est le foie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je ne vois rien du tout de là. Le foie, c'est ce machin-là, d'accord ? Donc c'est là. Et le sang passe du ventre pour retourner au cœur et il passe à travers le foie. Et au-dessus du foie, il y a un tuyau qui s'appelle des veines. Et comme c'est au-dessus du foie, ça s'appelle des veines sus-hépatiques. Et quand on bouche les vaisseaux au-dessus du foie, ça s'appelle une maladie de Budd-Chiari, parce que c'est M. Budd et M. Chiari qui ont décrit ça il y a de nombreuses années. Et vous voyez que ça faisait 40% pratiquement des thromboses avant qu'on utilise le Sol Iris. Et puis la dernière chose, en termes de fréquence, c'est le système nerveux central. Donc vous avez votre boîte crânienne, vous avez le cerveau à l'intérieur. Le cerveau, c'est comme tous les organes. Il a besoin de veines pour ramener le sang de la périphérie vers votre cœur. Et ça a foncièrement tendance à se boucher là-haut, ce qu'on appelle le sinus longitudinal supérieur. Alors, vous voyez bien que faire une thrombose dans une jambe, il y a un risque majeur, c'est que le caillot il parte de la jambe vers le poumon, ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, mais l'immense majorité des thromboses dans une jambe, des phlébites, le diagnostic est assez facile, entre guillemets, c'est une grosse jambe rouge, chaude et douloureuse. Quand on bouche un vaisseau au-dessus du foie, ça peut être un peu plus difficile à diagnostiquer. Pourquoi ? Parce que le signe principal d'un syndrome de Budd-Chiari au début, c'est j'ai mal au ventre. Alors vous voyez bien que dans l'HPN, il y a multiples raisons d'avoir mal au ventre, autres que le syndrome de Budd-Chiari. Et puis surtout, ça peut être grave, parce que le foie, en gros, c'est votre usine d'incinération. C'est difficile à dire ça. Hein, voilà. Hein, c'est un truc qui fabrique du sucre et c'est une poubelle, le foie, à la louche. Et que quand on n'a pas de foie, on ne peut pas vivre. Hein, ça fait partie des organes. On peut vivre très bien, difficilement, mais on peut vivre avec une jambe en moins. Sans foie, on ne peut pas. Hein. Donc les syndromes de Budd-Chiari, c'était non seulement fréquent, mais c'était excessivement grave. Et puis, les thromboses dans la tête, le principal signe, c'est les maux de tête. Et les maux de tête, comme vous le savez, on a de multiples raisons d'avoir mal à la tête et que tout patient qui a une HPN ne fait pas de thrombose veineuse cérébrale. Donc, des complications relativement fréquentes, potentiellement très graves et dont les signes de début n'est pas d'une évidence flagrante à diagnostiquer, au moins au début. Alors non seulement c'est fréquent, mais en plus de ça, c'est rare. Et avant l'ère du Sol Iris, et ça c'est une étude qu'on avait fait avec Régis déjà 2008, donc voilà. Le facteur de risque majeur de décès avant l'ère du Sol Iris, c'est la thrombose. D'accord ? Donc c'est fréquent, c'est grave, et c'est pour ça qu'on s'en occupe un peu. Et puis, il n'y a pas que nous qui ont dit ça, puisque
dans une méta-analyse, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire vous mettez tous les papiers qui ont été publiés dans la littérature, vous touillez un coup, vous faites des calculs et puis vous avez les résultats, et bien ils retrouvaient la même chose que nous, le foie, la tête, le ventre. Alors, est-ce qu'il y a des patients qui sont plus à risque de faire des thromboses? Alors, les Coréens, et puis les autres, je ne sais plus qui c'était, c'est les Américains, si ma mémoire est bonne, ils disent plus la taille du clone HPN est grand, plus il y a un risque de thrombose. Et moi, je leur dis toujours, ouais, ça ne sert à rien ce que vous dites. Pourquoi? Parce que quand on a une taille de clone qui est grand, on fait une anémie hémolytique, on casse des globules, et de dire qu'il y a une corrélation entre le risque de thrombose et la taille du clone, c'est un peu de l'enculage de mouche, excusez-moi d'être franc. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'examiner son patient, de regarder son taux d'hémoglobine, d'avoir le taux de LDH. Vous savez qu'il casse des globules, il est à risque. Ouais, bon, ça fait une belle jambe. Par contre, les Coréens ne racontent pas que des conneries. Et je pense qu'ils ont parfaitement raison avec ces deux signes-là. L'abdominal pain, c'est quoi? C'est j'ai mal au ventre. Et une HPN qui hémolyse et qui se plaint de douleurs, de crises douloureuses abdominales, quelquefois pseudo-chirurgicales, avec des risques de se retrouver à se faire couper le ventre par un chirurgien qui ne connaît pas la maladie. Les douleurs abdominales récurrentes quand il y a beaucoup d'hémolyse, ça, c'est vraiment un beau signe. Et qui, quand on a l'habitude et qu'on suit les patients, doit vraiment faire tilt. Et puis, de manière un peu moins fréquente, c'est les douleurs dans le thorax. Mais une aplasie médulaire, une HPN, j'y tiens, qui casse des globules, qui fait pipi tout noir et qui se plaint de douleurs récurrentes dans le ventre, il faut se méfier comme de la peste et pratiquer avant tout une IRM pour être sûr qu'il n'y a pas un syndrome de Budd-Chiari.